Bonjour à tous. Vous avez vu avec Martek et David l'intérêt d'utiliser un radiotraceur pour explorer de manière non invasive la fonction ou la présence d'un organe, d'une cellule ou d'une molécule. Nous allons maintenant voir ensemble comment, à partir de l'émission d'un rayonnement électromagnétique, directement dans le cas d'un émetteur gamma ou indirectement pour les émetteurs bêta+, nous allons former une image correspondant à la cartographie de la répartition du radiotraceur au sein de l'organisme et éventuellement sa variation au cours du temps. Comme vous pouvez l'apprécier sur cette scintigraphie étudiant la biodistribution du radiotraceur à excrétion rénale. Vous pouvez voir l'évolution du traceur dans le secteur vasculaire puis interstitiel, ensuite cellulaire, puis au sein des cavités excrétrices intra- et extra-rénales. Vous serez donc capable, à l'issue de ce cours, de comprendre quels sont les éléments fondamentaux de nos caméras et comment leurs caractéristiques vont influencer sur la qualité des images. Nous allons voir que, comme nous utilisons deux types de rayonnement, nous allons utiliser deux types de caméras dont les paramètres et les caractéristiques vont être optimisés selon que l'on veuille détecter le lieu d'émission du rayonnement gamma ou le lieu d'annihilation suite à l'émission du positon. En scintigraphie monophotonique, c'est-à-dire lors d'une émission gamma, nous utilisons une gamma caméra. Elle est classiquement composée d'un ou deux détecteurs, appelés têtes, qui vont se déplacer le long et autour du patient pour faire l'acquisition. On notera qu'il existe depuis quelques années déjà une nette évolution du côté de ces gamma caméras, avec apparition de caméras dites à semi-conducteurs, actuellement dédiées à la cardiologie, mais probablement, prochainement, nous disposons de ce type de caméras dans l'ensemble des acquisitions de médecine nucléaire. Leur particularité se trouve essentiellement dans la manière de convertir le signal, mais nous reverrons ça plus tard. Parallèlement, en scintigraphie biphotonique, donc pour faire l'imagerie du lieu d'annihilation d'un positon, nous utiliserons la tomographie d'émission de positons, TEP en français ou PET en anglais. Ces deux types de caméras sont classiquement opposés et font l'objet d'un cours dédié dans d'autres présentations. Mais nous avons décidé ici de les regrouper pour que vous compreniez bien que le principe de la chaîne de détection reste exactement le même, que l'on soit en gamma caméra ou en TEP. En effet, pour réaliser la cartographie de répartition du radiotraceur, chaque caméra va devoir être capable de localiser le signal, c'est-à-dire connaître la direction du photon détecté, puis de convertir ce photon en information électronique qui va ensuite être amplifié, puis trié, pour pouvoir être intégré dans une matrice numérique et ainsi donner lieu à la formation d'une image. En scintigraphie monophotonique, l'émission du radiotraceur étant isotropique, il va falloir connaître l'axe du rayonnement ou sa direction pour pouvoir localiser le lieu d'émission, sans quoi le signal d'une source ponctuelle sera distribué sur l'ensemble du détecteur. Pour cela, les caméras utilisent un collimateur mécanique qui est constitué d'une plaque de métal lourd percée de trous, dont les séparations sont appelées septa et est placée devant le détecteur et qui permet, de par sa structure, de sélectionner les photons en fonction de leur direction, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on appelle la ligne de projection. Ainsi, seuls les photons parallèles à l'axe des trous seront détectés et le signal sera situé en projection de la source. En TEP, le principe de localisation est bien différent et constitue la différence fondamentale avec la chaîne de détection de la gamma caméra. En effet, la collimation est ici dite électronique et est basée sur les caractéristiques de l'émission à 180 degrés des photons d'annihilation. Le principe est le suivant, en considérant le patient au centre de l'anneau TEP. Quand un détecteur détecte un photon, il va s'ouvrir ce que l'on appelle une fenêtre temporelle de coïncidence et dans cet intervalle de temps très court, de l'ordre de la nanoseconde, si un deuxième détecteur de la couronne détecte un photon, alors on peut en déduire que les deux photons sont issus de la même annihilation, celle-ci étant localisée sur la ligne reliant les deux détecteurs, appelée ligne de réponse, ce qui est l'équivalent de la ligne de projection en gamma caméra. En rétroprojetant le signal, c'est-à-dire en gros pour simplifier en croisant les lignes de réponse entre elles, on peut retrouver la position de la source. C'est ce qu'on appelle la détection en coïncidence. De plus, en mesurant la différence de temps entre les deux détections, on peut approximer la localisation du lieu d'annihilation sur la ligne de réponse grâce aux dernières caméras appelées caméras temps de vol. Le corollaire est que, premièrement, les détecteurs sont disposés en anneaux pour augmenter la surface de détection en TEP. Deuxièmement, on détectera bien plus de photons en TEP qu'en scintigraphie gamma, étant donné que la collimation n'a pas ici pour effet d'arrêter un grand nombre de photons, comme en scintigraphie conventionnelle. Une fois l'incidence du photon déterminée, il va falloir convertir ce signal électromagnétique en une information électronique.
En gamma caméra comme en TEP, cette conversion se fait classiquement par un couple cristal scintillateur-photomultiplicateur. Le cristal, formé d'un élément lourd, va permettre l'interaction du rayonnement avec la matière et donc sa détection. Le photon incident va en fait libérer progressivement son énergie au sein du cristal par effet photoélectrique et Compton successifs. Les éléments du cristal ainsi excités vont ensuite émettre des photons lumineux secondaires dont la bien plus faible énergie va leur permettre d'interagir avec une photocathode située à la face postérieure du cristal et arracher des électrons au sein de la photocathode par effet photoélectrique. Ces électrons vont ensuite être accélérés par des dinodes successives et le signal va ainsi être amplifié par arrachement d'électrons secondaires au sein des différentes dinodes tout en gardant une proportionnalité. Pour améliorer le rendement de conversion, le cristal doit être adapté à l'énergie des rayonnements. Pour les gamma caméras, on utilise un cristal d'iodure de sodium qui est en fait optimisé pour le technétium 99 métastable étant l'isotope le plus utilisé. En TEP, on en utilise différents types en fonction des constructeurs, optimisés pour 511 keV. De plus, le cristal doit être translucide pour ses propres photons lumineux et avoir un temps de réponse ou temps de désexcitation faible, en particulier en TEP, pour pouvoir compter plus de photons et ne pas mélanger des photons lumineux ici de deux photons incidents différents successifs. De plus, du fait de la géométrie de détection, on a classiquement un seul grand cristal en gamma caméra et un ou des millions de cristaux arrangés en couronne en TEP. Comme nous l'avons vu, il existe maintenant des caméras à semi-conducteurs dont les différences avec les caméras traditionnelles se situent principalement dans la manière de convertir le signal. En effet, les semi-conducteurs sont des convertisseurs qui permettent de créer directement le signal électronique à partir de l'interaction du photon au sein du détecteur. Le photon interagit dans la zone de détection, appelée zone jonctionnelle, au milieu du semi-conducteur et va déposer progressivement son énergie par effet photoélectrique et Compton. La différence avec le cristal, c'est qu'il va naître directement au sein du détecteur une paire électron-trou qui va ensuite migrer du fait de la différence de potentiel appliquée et ainsi créer un signal électrique mesurable. Ils ont la particularité d'être plus petits, ce qui leur permet d'avoir une géométrie de détection et de collimation propre, et éventuellement d'être directement agencés sous forme matricielle pour numériser le signal à la source. Le signal émis à la sortie des photomultiplicateurs ou des semi-conducteurs va ensuite être distribué en fonction de la localisation des photomultiplicateurs au sein de la caméra sur une matrice en attribuant une unité supplémentaire au sein du pixel situé en regard duquel le photon a été détecté. C'est ce que nous appelons communément un coup. Ainsi, l'image va se former progressivement au fur et à mesure que l'on détecte des coups, comme vous pouvez l'apprécier sur cette scintigraphie osseuse avec des vues en profil de thorax. En TEP, les choses sont légèrement différentes, car nous allons acquérir directement des projections d'une coupe tomographique. Il faudra d'abord reconstruire chaque coupe, puis les additionner pour reconstruire le volume. Ainsi, la matrice représentera sous forme de tableau ou de cube, dans le cadre d'une matrice 3D, la cartographie de répartition du radiotraceur. Il suffit ensuite d'attribuer à chaque valeur une couleur en fonction d'une échelle progressive pour former une image. Il faut par contre bien comprendre également que tous les photons sortant du patient et passant le collimateur vont être détectés, qu'ils soient directement issus de l'isotope ou qu'ils soient diffusés, c'est-à-dire issus secondairement après une première interaction Compton du photon incident au sein du patient. Pour minimiser l'influence de ces rayonnements diffusés sur la qualité des images, on va trier le photon en fonction de son énergie, c'est-à-dire faire de la spectrométrie. Et ainsi pouvoir faire l'image de l'ensemble des photons ou uniquement des photons d'une certaine énergie. Le corollaire est que l'on va pouvoir faire l'image de deux traceurs émetteurs gamma différents durant la même acquisition. C'est ce que nous avons réalisé lors de cette scintigraphie pulmonaire avec, à droite, des images de vascularisation obtenues grâce à des macroagrégats d'albumine marqués au technétium 99 métastable, et à gauche, des images de ventilation au krypton 80 métastable, acquises simultanément. En TEP, la spectrométrie permet uniquement de s'affranchir du rayonnement diffusé, les photons d'annihilation faisant toujours 511 keV, quel que soit l'isotope β+. Nous avons donc vu ensemble quelles étaient les 4 grandes étapes permettant au détecteur de créer une image représentant la cartographie de répartition du radiotraceur au sein de l'organisme. Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous retrouver pour voir ensemble quels sont les différents types d'acquisitions et images que nous allons pouvoir réaliser.